En l'an 114 avant Jésus-Christ, une jeune femme nommée Amélia se tenait dans le Forum Romanum, vêtue de la robe blanche distinctive et de la coiffure élaborée d'une vestale. Elle servait la flamme sacrée de Rome depuis près de 15 années, et désormais, elle était sur le point de mourir. Les pontifes avaient droit déjà prononcé leur verdict, coupable d'incestume, la rupture de son vœu de chasteté. La punition était ancienne, prescrite par une tradition qui remontait à plusieurs siècles. Elle serait conduite au-delà des murs de la cité, vers un lieu proche du Porticolina, où une petite chambre souterraine avait été préparée. Là, elle serait scellée à l'intérieur avec une lampe, un pain, une cruche d'eau, un peu de lait et une petite quantité d'huile. Puis la terre serait entassée sur l'entrée et elle serait abandonnée aux dieux. Mais voici ce qui rend l'histoire d'Amélia plus complexe qu'on ne pourrait l'imaginer. Elle n'était pas une victime sans défense arrachée à l'obscurité. Elle avait été l'une des femmes les plus puissantes de Rome. Elle possédait des droits qu'aucune autre femme romaine ne détenait, pas même les épouses de sénateurs ou les filles de généraux. Elle pouvait posséder des biens sans tuteur masculin. Elle pouvait rédiger son propre testament. Elle avait les meilleures places au théâtre et aux jeux de gladiateurs. Des criminels condamnés pouvaient être graciés simplement en croisant accidentellement son chemin dans la rue. Et désormais, elle était enterrée vivante. Si vous vous intéressez à la vérité complexe sur la vie des femmes dans le monde antique, comment le pouvoir et la vulnérabilité pouvaient coexister dans une même personne, comment le privilège s'accompagnait de restrictions étouffantes, comment l'autorité religieuse créait à la fois des opportunités et des dangers, alors restez avec moi. Commentez ci-dessous d'où vous écoutez. Je suis sincèrement curieux de savoir jusqu'où ces récits voyagent, car ce que je vais vous raconter remet en question tout ce que vous pensez savoir sur la Rome antique, sur le pouvoir religieux et sur ce que signifie réellement la liberté. L'histoire des Vestales n'est pas un simple récit d'oppression ou d'émancipation. C'est les deux, c'est aucun des deux. C'est quelque chose de bien plus étrange et de bien plus révélateur sur la manière dont les sociétés humaines fonctionnent que n'importe quel récit confortable pourrait l'être. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Pour comprendre ce qui est arrivé à Amélia, à Lasia, à Marcia, à toutes les femmes qui portaient la robe blanche et entretenaient la flamme éternelle de Rome, vous devez comprendre ce qu'était réellement une vestale. Et je vous le promets, ce n'est rien de ce qu'on vous a raconté. Les origines du culte des vestales remontent aux brumes de la fondation de Rome. Selon la tradition, le roi Numa Pompilius aurait établi l'ordre au 8e ou au 7e siècle avant Jésus-Christ. Bien que la date exacte se soit perdue dans le temps, il créa 6 prêtresses, toujours 6, ni plus ni moins, dont le seul devoir était de maintenir le feu sacré de Vesta, déesse du foyer. Le feu ne devait jamais s'éteindre. Pour les Romains, ce n'était ni superstition ni mythologie, c'était la réalité. La flamme éternelle représentait la force vitale de Rome elle-même. Si elle mourait, Rome tomberait. La survie de la cité dépendait de ces 6 femmes qui gardaient ce feu allumé, année après année, génération après génération. Mais c'est ici que cela devient intéressant. Pour entretenir ce feu, pour maintenir l'existence même de Rome, on ne pouvait pas choisir n'importe qui. Les exigences étaient extraordinairement spécifiques, et elles nous révèlent tout sur ce que les Romains croyaient réellement à propos de la pureté, du pouvoir et du corps féminin. Premièrement, l'âge. Le Pontifex Maximus, le grand prêtre de Rome, sélectionnait les candidates entre 6 et 10 ans. Ni plus jeune, ni plus âgée. Elle devait être prépubère, physiquement intacte, représentant l'état parfait avant que la féminité ne commence. Deuxièmement, la famille. Au départ, seules les familles patriciennes, l'ancienne aristocratie de Rome, pouvaient fournir des vestales. Tes parents devaient être vivants, mariés l'un à l'autre et mener une vie respectable. Tu ne devais présenter aucun défaut physique ou mental. Tu devais être, aux yeux de la loi romaine, absolument parfaite. Le processus de sélection était appelé captio, la prise, la capture. 20 candidates étaient présentées au Pontifex Maximus. Il en choisissait une. Au moment où elle était sélectionnée, quelque chose d'extraordinaire se produisait. La jeune fille était légalement libérée du pouvoir de son père, la patria potestas qui gouvernait toute la vie de chaque autre femme romaine. Elle ne passait pas du contrôle de son père à celui de son mari, comme le faisait toute autre femme romaine. Elle devenait quelque chose d'inédit dans la loi romaine. Une femme qui n'appartenait à aucun homme. Permettez-moi de vous présenter Lisinia.
Pas celle qui est morte en 114 avant Jésus-Christ, mais une Lassia plus ancienne qui vécut au IIe siècle avant Jésus-Christ. Nous la connaissons grâce à Cicéron, qui la mentionne des décennies plus tard dans un discours juridique. Lucinia fut choisie à l'âge de 7 ans, emmenée de la maison de sa famille sur le mont Palatin, et conduite à la maison des Vestales dans le Forum. La cérémonie qui la transformait était soigneusement orchestrée. Le pontifex Maximus prenait sa main et prononçait l'ancienne formule « Je te prends, ô martyr, pour être prêtresse vestale », afin d'accomplir les rites qu'il est licite pour une prêtresse vestale, d'accomplir pour le peuple romain, aux mêmes conditions que celle qui fut prêtresse vestale dans les meilleures conditions, une martyre. Bien-aimée, chaque vestale était appelée martyr lors de son initiation, quel que fût son nom de naissance. C'était la première étape dans la création d'une nouvelle identité, séparée de sa famille, n'appartenant qu'à Vesta. Ses cheveux étaient coiffés en sex green, 6 tresses enroulées autour de sa tête, une coiffure autrement portée uniquement par les mariés le jour de leur mariage. Ce n'était pas une coïncidence. Une vestale occupait cet espace, liminal que les autres femmes romaines, traversait rapidement la transition de fille à épouse, mais une vestale y demeurait pour toujours, suspendue entre l'enfance et la féminité, entre famille et non-famille, n'appartenant à aucun endroit et à tous à la fois. Maintenant, voici ce que les versions romancées de cette histoire ne vous diront jamais. La famille de Lessia ne l'a pas offerte par piété ou par honneur. Suétone rapporte qu'à l'époque d'Auguste, les familles utilisaient leur influence pour empêcher leurs filles d'être sélectionnées. Beaucoup tentaient désespérément d'éviter qu'une fille se soit choisie. Auguste lui-même affirma qu'il aurait offert sa propre petite fille si elle avait été du bon âge, tentant ainsi de faire honte aux aristocrates réticents pour obtenir leur coopération. Pourquoi cette résistance ? Parce qu'une fois élue, la jeune fille était perdue. Pas morte, mais perdue. Elle vivrait pendant 30 années dans la maison des Vestales. 10 années à apprendre ses fonctions, 10 années à les accomplir, 10 années à enseigner aux plus jeunes prêtresses, 30 années de virginité, 30 années sans mariage, sans enfant, sans le parcours normal d'une femme romaine. Mais en échange de ce qu'elle abandonnait, elle recevait quelque chose qu'aucune autre femme romaine ne pouvait avoir. Permettez-moi d'être très claire, car c'est essentiel pour comprendre toute l'histoire. Les Vestales disposaient de pouvoirs juridiques et sociaux absolument extraordinaires. Une Vestale pouvait posséder des biens en son propre nom. Elle pouvait rédiger son propre testament sans permission masculine. Ces droits semblent minimes jusqu'à ce que vous compreniez que toute autre femme romaine, absolument toute, quel que soit son rang ou sa fortune, avait besoin d'un tuteur masculin pour toute démarche légale. L'épouse d'un sénateur ne pouvait vendre une propriété sans le consentement de son mari, de son père ou de ses frères. Une Vestale pouvait acheter et vendre à sa guise. Les Vestales possédaient le pouvoir de sacra sanctitas, la même protection légale que les tribuns du peuple. Agressant une, et tu risquais la mort, leur personne était inviolable. Lorsqu'une Vestale se déplaçait dans les rues de Rome, elle était précédée par un Accensus, le même officier qui marchait devant les magistrats, ouvrant le passage et imposant le respect. Si une Vestale croisait accidentellement un criminel condamné, conduit à l'exécution, ce criminel était immédiatement libéré. La Vestale n'avait rien à faire, rien à prononcer. Sa seule présence suffisait à renverser une sentence de mort. Ce n'était ni courtoisie ni tradition. C'était la loi. Les Vestales avaient les meilleures places lors de tous les spectacles publics, jeux de gladiateurs, représentations théâtrales, festivals religieux. Elles siégeaient à l'avant, en position d'honneur, là où tous pouvaient les voir. Elles étaient des symboles vivants de la pureté et du pouvoir de Rome. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Les Vestales pouvaient témoigner en justice sans prêter serment. Tout autre témoin devait jurer dire la vérité. Pas les Vestales ont présumé que leurs paroles étaient véridiques. Elles étaient légalement incapables de mentir. Elles conservaient des testaments et des documents importants, y compris les testaments des empereurs. Elles avaient accès aux secrets de l'État. Elles étaient témoins de traités. À la fin de la République et au début de l'Empire, elles devinrent des actrices politiques à part entière, utilisant leur statut neutre pour servir de médiatrices entre factions, pour plaider la clémence envers les condamnés, pour porter des messages entre des ennemis qui ne faisaient confiance à personne d'autre. En 143 avant Jésus-Christ, une Vestale nommée Claudia fit quelque chose de sans précédent.
Son frère, ou peut-être son père, le consul Claudius Pulcher, s'était vu refuser un triomphe par le Sénat. Il décida de le célébrer quand même. Un tribun tenta d'arrêter physiquement le char triomphal. Claudia se jeta sur le char, utilisant son statut sacré pour protéger son parent. Le tribun ne pouvait pas la toucher sans commettre un crime capital. Le triomphe eut lieu. C'était du pouvoir. Un pouvoir réel, tangible, politique, exercé par une femme dans une société qui n'accordait presque aucun pouvoir aux femmes. Alors, pourquoi vous racontez tout cela ? Parce que vous devez comprendre ce qu'était une Vestale avant de comprendre ce qui arrivait à celles qui rompaient leurs vœux. Elles n'étaient pas des victimes impuissantes. Elles comptaient parmi les personnes les plus privilégiées de Rome. Et cela rend ce qui se produisait lorsqu'elles tombaient en disgrâce encore plus révélateur de la manière dont la société romaine fonctionnait réellement. Le vœu était simple, une chasteté absolue pendant 30 années. Aucun contact sexuel de quelque nature que ce soit. La peine pour avoir brisé ce vœu était la mort. Mais pas n'importe quelle mort. Les Romains croyaient que verser le sang d'une Vestale polluerait la cité. Ils développèrent donc une punition qui techniquement ne la tuait pas. Ils l'enterraient vivante. Le processus fut décrit en détail par Plutarque, écrivant des siècles plus tard mais s'appuyant sur des sources plus anciennes. Lorsqu'une Vestale était reconnue coupable d'avoir rompu son vœu, le crime appelé incestum, elle était vêtue d'habits funéraires et placée sur une litière couverte, comme un cadavre conduit à son enterrement. La litière était transportée à travers le forum dans un silence complet. Les gens s'écartaient devant elle sans parler. La Vestale à l'intérieur ne pouvait pas voir au dehors. Elle ne pouvait qu'entendre les pas, ce silence terrible. La litière était portée jusqu'à un lieu proche de la Porticolina, l'une des portes de Rome. Là, une petite chambre souterraine avait été préparée. À l'intérieur avait été placé un lit, une lampe avec de l'huile, un pain, de l'eau et du lait. Suffisamment, note Plutarque, pour absoudre les Romains de l'accusation d'avoir laissé mourir de faim une personne sacrée. La Vestale était conduite dans la chambre. L'entrée était scellée. De la terre était entassée par-dessus jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace de ce qui reposait en dessous, puis tout le monde partait. Les Romains pouvaient prétendre qu'ils ne l'avaient pas tuée. Ils l'avaient simplement placée sous terre avec des provisions. Ce qui arrivait ensuite relevait d'elle et des dieux. Si elle était véritablement innocente, les dieux la sauveraient. Si elle était coupable, eh bien, les dieux jugeraient. C'est ce qui attendait Amélia. Lisinia et Marcia en 114 avant Jésus-Christ. Mais voici où l'histoire devient plus complexe, plus politique, plus révélatrice de ce qui se passait réellement à Rome à cette époque, parce que le procès de ces 3 Vestales ne portait pas vraiment sur le sexe, il portait sur le pouvoir. La crise et la désignation de boucs émissaires dans une république, en train de se déchirer. L'année 114 avant Jésus-Christ était une période d'angoisse intense à Rome. Les guerres contre les tribus germaniques se déroulaient mal. On parlait de défaite, de légions romaines anéanties. La guerre sociale se préparait. Les alliés italiens de Rome étaient de plus en plus mécontents de leur traitement. Les factions politiques s'affrontaient violemment. Les anciennes certitudes s'effondraient. Et alors, un prodige se produisit. Une jeune femme, fille d'un chevalier, fut frappée par la foudre et tuée. Dans la croyance romaine, les coups de foudre n'étaient pas aléatoires. Ils étaient des messages de Jupiter, des signes de désapprobation divine. Quelque chose n'allait pas dans la relation de Rome avec les dieux. Quelque chose devait être corrigé. Les éruspices, prêtres qui interprétaient les présages, consultèrent leurs livres sacrés et rendirent leur verdict. Les Vestales devaient être examinées. Maintenant, faites attention à ce qui se passa ensuite, car cela révèle tout sur le fonctionnement réel de ces procès. 3 Vestales, Amélia, Lucinia et Marcia, furent accusées d'avoir rompu leur vœu de chasteté. L'accusation venait d'un esclave. Réfléchissez à cela. Dans la société romaine, les esclaves ne pouvaient normalement pas témoigner contre des personnes libres, mais dans les affaires concernant les Vestales, les règles normales étaient suspendues. La pollution qu'elles auraient causée était jugée si dangereuse que toute preuve pouvait être prise en compte. L'affaire fut portée devant le collège pontifical, le conseil de prêtres ayant juridiction sur les crimes religieux. Ils menèrent leur enquête et rendirent un verdict. Amélia fut déclarée coupable. Lessia et Marcia furent déclarées innocentes. Amélia fut condamnée à être enterrée vivante. La sentence fut exécutée. Mais le peuple romain n'était pas satisfait. La crise n'était pas passée. Les dieux étaient encore en colère. Tout le monde pouvait le voir.
De toute évidence, le collège pontifical s'était trompé. 2 vestales coupables marchaient encore libres, continuant à polluer la cité. La pression populaire força le Sénat à agir. Ils établirent une cour spéciale dirigée par Lucius Cassius Longinas pour rejuger l'affaire. C'était extraordinaire. La juridiction du collège pontifical sur les vestales était supposée être absolue, mais la nécessité politique l'emporta sur l'autorité religieuse. La cour spéciale rendit un verdict différent. Les 3 vestales furent déclarées coupables. Linia et Marcia furent condamnées à être enterrées vivantes. Les noms de leurs prétendus amants nous sont parvenus. Lucius Vurius, Marcus et Manius Amelius furent battus à mort dans le forum. Voici ce que vous devez comprendre. Il n'existe aucune preuve solide que ces femmes ou ces hommes étaient réellement coupables. Aucun témoin ne les a vus ensemble. Personne ne témoigna d'actes précis. Les preuves semblaient se limiter principalement au fait que de jeunes hommes avaient visité la maison des Vestales et que celles-ci avaient été vues en train de parler avec des hommes lors de festivals religieux. En d'autres termes, elles furent condamnées pour avoir été amicales avec des hommes, pour avoir été de jeunes femmes, interagissant avec de jeunes hommes dans le cours normal de la vie à Rome. Mais Rome avait besoin de boucs émissaires. Les dieux devaient être apaisés. Le peuple devait sentir que quelque chose était fait face à la crise. Et ainsi, 3 femmes qui avaient consacré leur vie au service de Rome, qui jouissaient d'un pouvoir et de privilèges extraordinaires, furent mises à mort pour des crimes qu'elles n'avaient très probablement pas commis. C'est le cœur sombre du système vestal. Le même privilège qui leur donnait du pouvoir faisait d'elles des sacrifices parfaits quand les choses allaient mal. Elles étaient séparées de la société normale, liminale, ambiguë, ni homme ni femme, ni enfant ni mère, ni citoyennes avec famille, ni esclaves sans droit. Quand Rome avait besoin de quelqu'un à blâmer, quelqu'un dont la mort aurait un sens, les Vestales étaient disponibles. Et cela se reproduisit encore et encore tout au long de l'histoire romaine. En 216 avant Jésus-Christ, pendant les jours les plus sombres de la deuxième guerre punique, après la défaite catastrophique de Cannes, 2 Vestales, Opimeia et Floronia, furent condamnées pour manque de chasteté. L'une se suicida, l'autre fut enterrée vivante. En 73 avant Jésus-Christ, une Vestale nommée Fabia fut jugée pour incestium. Elle fut acquittée, mais seulement après un procès traumatisant qui détruisit sa réputation. Le soupçon ne fut jamais entièrement levé. En 90 après Jésus-Christ, l'empereur Domitian devint obsédé par la restauration de la morale traditionnelle romaine. Il s'attaqua aux Vestales. Cornelia, la Vera Maxima chef des Vestales, fut accusée d'avoir rompu son vœu. Elle fut enterrée vivante sans même avoir été jugée. 3 autres Vestales furent également condamnées. Domitian leur permit de choisir leur méthode de suicide, plutôt que d'affronter l'enterrement. Remarquez le schéma. Ces procès se regroupaient autour de moments de crise, de défaites militaires, de bouleversements politiques, de la transition de la République à l'Empire. Chaque fois que Rome se sentait menacée, chaque fois que l'ancien ordre semblait s'effondrer, les Vestales étaient jugés. L'historien Halt. Parker a soutenu que les Vestales fonctionnaient comme des farmer koi, avec des boucs émissaires rituels. Leur mort était destinée à purifier Rome, à restaurer la Pax Deorum, la paix avec les dieux. Leur culpabilité ou leur innocence était presque sans importance. Ce qui comptait, c'était qu'elles soient rituellement pures, mises à part et donc des sacrifices efficaces. Mais voici ce qui rend tout cela encore plus troublant. Rappelez-vous tous ces privilèges que j'ai décrits. Les droits légaux, le pouvoir politique, la richesse, l'honneur. Tout cela rendait les Vestales encore plus efficaces comme boucs émissaires. Plus elles occupaient une position élevée, plus leur décès avait de signification. Lorsqu'une femme ordinaire mourait, cela n'avait pas beaucoup d'importance. Mais lorsqu'une Vestale mourait, une femme mise à part comme sacrée, possédant un pouvoir dont les autres femmes ne pouvaient que rêver, sa mort avait du poids. C'était un véritable sacrifice, renonçant à quelque chose de réellement précieux. Le système créait des femmes avec un privilège sans précédent, précisément pour que ce privilège puisse leur être retiré lorsque Rome avait besoin d'un spectacle de punition. Maintenant, laissez-moi vous parler des femmes qui ont survécu, car toutes les Vestales n'étaient pas exécutées. La plupart accomplissaient leurs 30 années et prenaient leur retraite dans la vie privée. Et ce qui leur arrivait révèle encore une autre couche de complexité dans cette histoire. Après 30 années, une Vestale était libre. Elle pouvait quitter la maison des Vestales,
Elle pouvait se marier. Elle pouvait enfin vivre la vie que d'autres femmes romaines avaient vécue des décennies plus tôt. Mais très peu le faisaient. Nous avons des archives de Vestales retraitées, certaines mariées, bien qu'elles aient généralement été dans leur fin de 30 ans ou début de 40 ans à ce moment-là, au-delà de l'âge normal du mariage pour les femmes romaines. La plupart ne se mariaient pas. Elles vivaient de la richesse qu'elles avaient accumulée. Rappelez-vous, elles pouvaient posséder des biens et n'avaient aucun parent masculin pour revendiquer leur argent en tant que femmes indépendantes, dans une société qui n'avait pas de véritable catégorie pour les femmes indépendantes. Certaines continuaient à vivre dans ou près de la maison des Vestales. Maintenant, des liens informels avec l'ordre. Certaines devenaient des mécènes, utilisant leur richesse pour soutenir les jeunes. Vestales sous-finançait des travaux publics. Nous avons des inscriptions honorant ces femmes, les remerciant pour leurs services, enregistrant leurs dons. Mais vous pouvez percevoir l'ambiguïté dans ces inscriptions, la gêne d'une société qui tente de trouver comment catégoriser des femmes qui ne correspondaient plus à aucun rôle normal. Elles sont honorées, mais les honneurs semblent presque des excuses. Elles sont riches, mais leur richesse repose mal à l'aise dans un système conçu autour de l'héritage masculin. Elles sont libres. Mais la liberté à 40 ans, après 30 années de restrictions, n'est pas la même que la liberté à 20 ans. Il y a une Vestale nommée Junior Tquata, dont l'histoire me brise le cœur. Elle servit d'environ 30 après Jésus-Christ à 60 après Jésus-Christ, à travers les règnes de Tibère, Caligula, Claude et dans le principat de Néron. Elle fut témoin de la folie de Caligula, de la cruauté calculée de Néron. Elle gardait le feu sacré allumé tandis que le monde autour d'elle sombrait dans le chaos. Elle accomplit son service. Elle était libre. Et puis nous trouvons des inscriptions en son honneur, érigées par des membres de sa famille, des neveux et arrière-neveux qu'elle n'avait jamais vraiment connus, reconnaissant de l'honneur qu'elle avait apporté à la famille, mais qui la traitait comme une curiosité, une relique, une femme hors des catégories normales. Elle ne se maria jamais. Elle vécut encore 20 années après sa retraite et fut enterrée avec honneur. Sa tombe fut marquée comme celle d'une ancienne Vestale. Même dans la mort, c'était sa principale identité. Ni fille, ni sœur, ni épouse, ni mère. Vestale pour toujours définie par ses 30 années. Permettez-moi de vous parler de la réalité quotidienne de la vie d'une Vestale, car c'est crucial pour comprendre ce qu'était réellement le système. La maison des Vestales se trouvait dans le Forum romain, au cœur même de la vie religieuse et politique de Rome. C'était un grand complexe avec des quartiers d'habitation, des espaces de travail, des cours et le temple de Vesta elle-même. Un petit bâtiment rond qui abritait la flamme sacrée. Les Vestales vivaient en communauté, 6 femmes, allant de jeunes filles âgées prépubères à des femmes dans la fin de la trentaine, partageant l'espace, travaillant ensemble, liées par des règles qui gouvernaient chaque aspect de leur vie. Elles se réveillaient avant l'aube. Le feu sacré devait être entretenu en permanence. Chaque Vestale prenait des tours, veillant à ce que la flamme ne s'éteigne jamais. Si elle s'éteignait, même par accident, la Vestale responsable était fouettée par le Pontifex Maximus. Si cela se répétait, si cela semblait être de la négligence plutôt qu'un accident, des punitions plus sévères pouvaient suivre. Elle préparait de la mère salsa, le repas salé sacré qui était saupoudré sur les victimes sacrificielles. C'était leur devoir exclusif. Personne d'autre ne pouvait le préparer. Chaque sacrifice public et privé à Rome utilisait la mère salsa préparée par les Vestales. À travers cette substance, elles étaient présentes à chaque acte de culte dans tout le monde romain. Pensez au pouvoir et au fardeau que cela représentait. Chaque fois qu'un fermier sacrifiait un cochon pour assurer la croissance de ses récoltes, chaque fois qu'un général sacrifiait avant la bataille, chaque fois qu'une famille faisait des offrandes à ses dieux domestiques, les Vestales étaient présentes, représentées par la mère Salsa. L'ensemble du système religieux romain dépendait de 6 femmes. Accomplissant correctement cette seule tâche, elles conservaient les objets sacrés, dont la nature exacte reste mystérieuse même dans les sources antiques. Le palladium, supposément apporté de Troie par Énée, en faisait partie. On disait que la survie de Rome dépendait du palladium. S'il était perdu ou volé, la cité tomberait. Les Vestales le gardaient. Elles seules pouvaient entrer dans le sanctuaire intérieur où il était conservé. Elles seules savaient exactement à quoi il ressemblait. Les descriptions varient énormément dans les sources antiques, suggérant qu'aucune personne en dehors des Vestales ne l'avait jamais vu clairement.
Elles accomplissèrent des rituels tout au long de l'année. Les Vestaliens en juin, lorsque le sanctuaire intérieur était ouvert pendant une courte période et que les matrones pouvaient entrer pour faire des offrandes. Les Fornacalia et Périlia en avril, des festivals de fertilité où elles sacrifiaient une vache enceinte et distribuaient les cendres des veaux non-nés pour des rituels de purification. Les Lupercales en février, où elles préparaient les gâteaux sacrés. Ce n'était pas facultatif. C'étaient des devoirs qui assurèrent la survie de Rome. Les manquer ou les exécuter incorrectement et la colère des dieux s'abattrait sur toute la cité. Mais voici ce que les sources antiques ne racontent presque jamais, car c'était trop ordinaire pour être mentionné. Entre les rituels dramatiques et les devoirs sacrés, il y avait des milliers d'heures simplement consacrées à la vie quotidienne. 6 femmes en promiscuité, liées par des règles, mais encore humaines, gérant des frustrations mineures et de véritables amitiés, naviguant dans les dynamiques sociales complexes de toute vie en communauté. Nous en avons quelques aperçus dans des sources inhabituelles. Une lettre de Pline mentionne que les Vestales appréciaient assister à des lectures littéraires. Des inscriptions enregistrent des cadeaux offerts par des Vestales entre elles. Il existe des indices de factions au sein de l'ordre, de Vestales Seniors qui étaient des maîtres de tâches strictes et d'autres plus indulgentes, de jeunes Vestales qui râlaient contre les restrictions et d'autres qui semblaient insatisfaites. Elles ne vivaient pas dans une contemplation religieuse bienheureuse. Elles vivaient dans un cadre institutionnel avec toute la politique et les personnalités que cela implique. Et par-dessus tout pesait la connaissance qu'une fausse accusation, une crise politique, un coup de foudre mal interprété pouvait finir par un enterrement vivant. Plusieurs auteurs antiques rapportent que certaines Vestales développèrent une démarche particulière, rapide avec de petits pas, ne regardant ni à gauche ni à droite. C'était la démarche de femmes qui savaient qu'elles étaient constamment observées, constamment jugées, constamment à un pas de l'erreur pouvant mener au désastre. Maintenant, je dois vous parler de l'autre côté de cette histoire, la partie qui complique encore davantage le récit de l'oppression. Certaines Vestales embrassaient leur pouvoir, certaines utilisaient leur position unique pour remodeler la politique et la société romaine. En 63 avant Jésus-Christ, lors du consulat de Cicéron, une Vestale nommée Fabia était présente au procès de Publius Claius Pulcher. Claius était accusé de sacrilège. Il se déguisait en femme pour infiltrer les rites de la bonne déesse, une cérémonie religieuse strictement interdite aux hommes. Le procès devint un immense scandale politique. Fabia témoigna. Son témoignage fut jugé si important que l'accusation et la défense construisirent en partie leur dossier autour de ses paroles. Elle avait assisté au rite. Elle avait vu ce qui s'était passé. Ses paroles avaient une autorité absolue. Claius fut finalement acquitté, probablement grâce à des potes de vin, mais le témoignage de Fabia resta influent. Pendant des années après, les orateurs s'y référèrent comme au compte rendu officiel de ce qui s'était passé cette nuit-là. Une femme avait façonné le récit historique d'un événement politique majeur. C'était presque inédit dans la société romaine, où considérer les Vestales pendant les guerres civiles du 1er siècle avant Jésus-Christ. Lorsque Jules César traversa le Rubicon et marcha sur Rome, lorsque Pompée s'enfuit et que la République se déchira, les Vestales maintinrent leur position. Les deux camps sollicitèrent leur faveur. Les deux camps voulurent qu'elle conserve des documents importants, qu'elle médiatise les conflits, qu'elle prête légitimité à tout régime émergent. Les Vestales détenirent le testament de César. Lorsqu'il fut assassiné, elles le présentèrent et le lurèrent publiquement, révélant qu'il avait adopté Octave comme fils et héritier. Ce seul acte façonna l'avenir de Rome. Sans la garde et la révélation par les Vestales du testament de César, Octave n'aurait peut-être jamais été Auguste, n'aurait peut-être jamais fondé l'Empire. 6 femmes, maintenant la neutralité pendant une guerre civile, déterminaient qui gouvernerait le monde romain. C'était de l'initiative réelle, un véritable pouvoir politique, exercé par des femmes qui, théoriquement, n'avaient aucun pouvoir dans la politique romaine. Alors, que devons-nous penser de ce système ? Était-il oppressif ? Oui. Les femmes étaient prises enfants, privées du cours normal de la vie, contraintes à la virginité permanente sous la menace de la mort, et parfois utilisées comme sacrifices humains. Était-il aussi émancipateur ? Oui, également. Les Vestales possédaient des droits légaux et politiques sans précédent pour les femmes romaines. Elles exerçaient une influence réelle.
Elles façonnèrent la politique et préservèrent la culture. Certaines d'entre elles trouvaient clairement un sens et un objectif dans leur service. La réponse est que les deux sont vrais, et cela devrait nous mettre profondément mal à l'aise. Nous voulons des récits de clercs, oppresseurs et opprimés, puissants et impuissants. Mais le système des Vestales refuse de rentrer dans ces catégories. Il créait un espace où les femmes pouvaient avoir du pouvoir, mais seulement en renonçant à ce que la société romaine considérait comme essentiel pour la féminité. Le mariage, les enfants, la famille. Il les honorait comme sacrés. Mais ce statut sacré les rendait disponibles pour le sacrifice. Il les libérait du contrôle masculin, mais seulement en les liant à des devoirs religieux si stricts qu'une seule erreur pouvait signifier la mort. Et voici ce que je pense être la chose la plus importante à comprendre à propos des Vestales. Le système fonctionnait précisément grâce à ces contradictions. Les Romains pouvaient montrer les Vestales comme preuve que les femmes étaient valorisées, qu'elles pouvaient avoir du pouvoir et de l'influence, que la société romaine respectait la vertu et les capacités féminines. Mais le même système garantissait que le pouvoir féminin restait exceptionnel, liminal, toujours dépendant de la séparation de la vie normale. Une Vestale avait des droits parce qu'elle n'était pas vraiment une femme dans les catégories légales et sociales romaines. Elle était autre chose, entre les catégories, quelque chose qui pouvait être honoré précisément parce qu'elle était unique. Le pouvoir des Vestales ne menaçait pas la structure patriarcale de la société romaine. Il la renforçait. Voyez-vous, Rome disait « Les femmes peuvent avoir un pouvoir immense tant qu'elles renoncent au mariage, à la famille, à la sexualité, à la maternité, tant qu'elles restent vierges au service de l'État, tant qu'elles peuvent être tuées si elles dépassent les limites. » C'est pourquoi l'histoire des Vestales est importante aujourd'hui, car nous voyons encore des versions de ce schéma. Des femmes exceptionnelles à qui l'on accorde du pouvoir tant qu'elles restent exceptionnelles, tant qu'elles ne menacent pas les structures fondamentales qui limitent l'initiative féminine. Des exemples brandis comme preuve que le système fonctionne, tandis que le système continue à contraindre la grande majorité. Les Vestales étaient de vraies personnes qui ont vécu de vraies vies, et certaines ont trouvé un accomplissement véritable dans leur service. Je ne veux pas effacer cela. Mais elles ont vécu ces vies dans un système qui les utilisait, qui leur accordait des privilèges précisément pour maintenir des structures de pouvoir qui les tueraient lorsque cela était politiquement opportun. En 394 après Jésus-Christ, l'empereur chrétien Théodose dissout officiellement l'ordre des Vestales. Le feu sacré fut éteint après plus de 1000 ans. La maison des Vestales fut fermée. Les 6 dernières Vestales, dont les noms se sont perdus dans l'histoire, furent pensionnées et envoyées vivre des vies privées. Rome ne tomba pas. La flamme éternelle s'éteignit et la cité perdura. Toute la justification théologique de l'existence des Vestales, que Rome survivait uniquement parce qu'elles entretenaient le feu, se révéla être un mythe. Mais pendant plus de 1000 ans, des générations de femmes avaient organisé toute leur vie autour de ce mythe. Elles avaient renoncé au mariage, à la famille et ultimement à leur vie pour maintenir un feu qui, au final, pouvait être éteint sans conséquence. Que faisons-nous de cette connaissance ? Comment honorons-nous les femmes qui ont servi tout en reconnaissant le système qui les a exploitées ? Comment reconnaissons-nous leur initiative sans effacer les contraintes auxquelles elles étaient confrontées ? Je n'ai pas de réponse facile, mais je sais ceci. Les Vestales méritent d'être rappelées telles qu'elles étaient réellement, et non comme des symboles de la vertu antique ou de l'oppression ancienne, mais comme de véritables femmes naviguant dans un système qui leur donnait à la fois pouvoir et vulnérabilité dans une égale mesure. Amélia, enterrée vivante en 114 avant Jésus-Christ pour des crimes qu'elle n'avait probablement pas commis. Laënia, qui consacra un autel en 123 avant Jésus-Christ dans un acte de défi politique. Cornelia, exécutée par la paranoïa de démission en 90 après Jésus-Christ. Junior Tequata, qui servit fidèlement pendant 30 ans et vécut encore 20 années comme figure respectée mais socialement ambiguë. Les 6 dernières Vestales, anonymes, qui virent leur ordre dissous et leur rôle déclaré inutile. Elles étaient les femmes les plus privilégiées de Rome. Elles étaient les femmes les plus vulnérables de Rome. Elles étaient les deux à la fois. Et dans cette contradiction réside une vérité sur le pouvoir, sur le genre, sur la façon dont les sociétés créent et contraignent les personnes qu'elles contiennent,
vérité qui résonne à travers 2000 ans. La maison des Vestales se tient encore dans le Forum romain. Vous pouvez la visiter aujourd'hui. La flamme sacrée a disparu. Les rituels ont cessé, mais l'espace demeure, et avec lui la mémoire des femmes qui y ont vécu. La prochaine fois que vous entendrez parler des Vestales dans un documentaire, un roman ou une conversation, souvenez-vous qu'elles étaient plus complexes que ne peut le transmettre une simple histoire. Elles étaient privilégiées et en danger. Elles étaient honorées et utilisées. Elles étaient puissantes et impuissantes. Elles étaient humaines. Et leur histoire continue de nous enseigner si nous sommes prêts à écouter ces complexités. Que pensez-vous ? Le pouvoir qui vient avec des contraintes impossibles peut-il vraiment être considéré comme du pouvoir ? Pouvons-nous admirer l'initiative des Vestales tout en condamnant le système qui les contraignait ? Comment équilibrer l'honneur de leur service avec la reconnaissance de leur exploitation ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette plongée dans les complexités de l'histoire antique et précieuse, abonnez-vous pour plus d'histoires qui refusent de vous donner des réponses faciles, car la vérité le fait rarement.